Eh bien, on reprend donc cette session plénière avec une session courte, très pratique, qui s'appelle Trucs et astuces. Et on va aller directement à la première situation, qui est le stent Desserti avec le docteur Latuca. J'ai le plaisir de modérer cette section avec Nicolas Boudou et Thomas Havas. Et c'est Guillaume qui est là. Qui n'est pas là. Qui n'est pas là, comme vous pouvez le voir, qui va s'occuper des questions. Je vous rappelle donc que vous avez le chat à disposition. S'il n'apparaît pas, il faut faire un scroll vers le bas pour faire apparaître la petite fenêtre où on peut poser la question. À toi. Alors, merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation de me permettre de participer à cet atelier trucs et astuces. Et on va parler ensemble du stent Desserti. Donc, voici mes liens d'intérêt sans rapport avec cette présentation. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est finalement quels sont les risques d'un stent Desserti. Déjà, vous savez en fait que c'est quelque chose qui a nettement diminué en termes d'incidence depuis le sertissage mécanique en particulier. Dans les cohortes observationnelles récentes, on peut parler de l'ordre de 0,3 à 0,5% des angioplasties, avec néanmoins des complications qui restent importantes. On remarque environ 80% de récupération de stents qui sont possibles sans complications, mais il existe encore des indications de pontage en urgence et des complications graves comme l'infarctus, le décès et dans un moindre cas les AVC, puisque c'est de l'ordre de 0,1%. L'élément principal, finalement, c'est l'évaluation du risque. Et il va falloir évoquer plusieurs points. Tout d'abord, la lésion elle-même, qui est un vrai facteur de risque. La lésion calcifiée, tortueuse, les angulations pour avoir accès à la lésion, les longues lésions, mais aussi le stent lui-même. Les défauts techniques du stent sont devenus maintenant très rares, mais par contre, on peut avoir des stents qui sont challengés, en particulier lors du franchissement d'un stent précédemment posé, lors du direct stenting, ce qui amène aussi à la préparation de la lésion. Et on peut se poser aussi la question des mailles ultra fines. Si on regarde des données récentes, on peut voir que sur une analyse observationnelle de plus de 25 000 stents, on a environ 3 fois plus de risque d'avoir un dessertissage avec des stents à maille ultra fine, bien que cela reste dans des incidences qui sont très réduites, avec néanmoins des événements qui sont beaucoup moins importants, et en particulier en ce qui concerne les thromboses de stents, qui sont très rares pour ces stents. Si on oublie lésions et stent, il y a deux autres facteurs de risque qui sont importants, et en particulier l'opérateur lui-même. On peut effectivement utiliser parfois un franchissement un peu trop agressif en poussant un peu trop le stent, le retrait trop rapide alors que le stent est bloqué dans la lésion, ou alors le fait de retirer de manière non coaxiale et donc d'avoir une contrainte au niveau du porteur. Et bien sûr le patient lui-même s'il va avoir une respiration ample ou une agitation lorsque l'on va déployer le stent. Tout ça doit amener au maître mot finalement de cette présentation, c'est la prévention, donc d'évaluer bien sûr la complexité de la lésion, de préparer son plan de vol, de préparer la lésion et en essayant d'optimiser au mieux le support avec un élément majeur qui a probablement amené aussi à la diminution de l'incidence des stents Desserti avec les extensions de cathéter. Maintenant, si ça doit arriver, quelles sont les stratégies? Alors, il y a des stratégies, disons, classiques. Celle qu'on a envie de penser, la première, c'est de déplacer le stent sur la zone cible, si le ballon est encore en place, en essayant de l'amener là où on peut. Si on ne peut pas, éventuellement, de le pousser en toute distalité de l'artère, ou de crusher le stent. Il existe aussi, évidemment, des techniques un peu plus élégantes que de crusher le stent. C'est celui de récupérer le stent avec un ballon. On a ici l'exemple d'un stent qui est perdu dans le génus superius au niveau d'une lésion calcifiée de la coronaire droite. On va d'abord essayer de gonfler un tout petit peu le ballon à 2 ou 3 atmosphères et essayer de le ramener dans le guiding, avec ici une stratégie qui n'est pas efficace. L'autre possibilité d'utiliser le ballon, c'est de gonfler un ballon un peu plus loin, donc après le stent, de le gonfler cette fois-ci complètement à 12 ou 14 atmosphères et d'essayer de le ramener dans le porteur. Si cela ne fonctionne pas, on peut essayer de tirer en bloc le ballon, le stent et le guide pour essayer de le ramener au niveau du désidé. Néanmoins, c'est une stratégie qui ne marche pas toujours. Là, c'est un autre cas d'un patient avec un stent qui a été perdu dans le tronc commun, enfin entre l'IVA et le tronc commun, à cause d'une lésion calcaire de l'IVA. La même stratégie a été essayée avec, comme vous pouvez le voir, on s'aide du support du porteur pour essayer de mettre le stent intégralement à l'intérieur. Mais sur la fin du clip, on voit que le retrait dans la porteuse, et une fois que le ballon est à l'intérieur, est un peu rapide. Et finalement, en fait, le stent est à nouveau perdu, non plus dans l'IVA, mais au niveau du tronc commun, avec une perte complète du support de la porteuse. Et quand on essaye de le récupérer, malheureusement, tout est perdu. Le guide et la porteuse, avec le stent qui reste, lui, accroché complètement au tronc commun.
Donc finalement, quelles sont les stratégies maintenant? C'est d'essayer de le récupérer autrement avec l'utilisation en particulier d'un lasso. Différentes possibilités de lasso. Donc vous avez les lassos avec une seule boucle, comme on peut voir sur la partie gauche de la diapositive, qui vont avoir un intérêt en particulier lorsqu'on va aller chercher le stent au niveau de la coronaire elle-même. On va essayer d'attraper le stent à la partie la plus proximale possible pour éviter les contraintes lorsqu'on va le ramener dans le porteur. On a ensuite la possibilité d'utiliser des lassos avec 3 boucles ou sous la forme d'un panier qui, évidemment, va avoir une utilisation qui ne peut pas être intracoronaire, mais lorsqu'on a perdu le stent au niveau de l'aorte ou au niveau d'une autre artère. Donc, si on revient à notre cas, donc, le stent était perdu dans le tronc commun, et donc il a été utilisé cette technique avec un lasso avec 3 boucles qui a permis en fait, de ramener le stent dans la porteuse sans réussir à le rentrer complètement, mais après qu'il a bloqué, et on a permis de retirer le stent au niveau du désilé avec une déformation qui est majeure, comme vous pouvez voir au niveau de la dernière image. Si vous n'avez pas le matériel pour faire un lasso, on peut le faire homemade en utilisant simplement un guide et un ballon. Donc, il vous suffit pour cela de passer un guide dans un ballon, de faire dépasser le guide au-delà du ballon, de recourber la partie distale, d'en faire une boucle et de la rentrer en boucle dans la valve pour pouvoir apporter en fait, cette boucle jusqu'à la fin de la porteuse. Une fois qu'on va arriver quasiment à la sortie de la porteuse, en gonflant le ballon, on va permettre de trapper la partie libre du guide et on aura donc la partie du guide qui est dans le corps du ballon qui sera mobile et en poussant ou en tirant, on pourra faire une boucle plus ou moins large. Évidemment, c'est un peu plus difficile à utiliser qu'un vrai lasso, mais ça peut parfois aider si on n'a pas le matériel dédié. La dernière technique, c'est celle du multi-wire, qui est intéressante en particulier quand le guide n'est pas perdu et qu'il est à l'intérieur du stent. On va cette fois-ci utiliser 2 stents parallèles qu'on va mettre donc de part et d'autre à côté du stent, en essayant de mettre le guide dans 2 distalités différentes, dans 2 branches distales différentes. Et on va ensuite faire un mouvement de rotation toujours dans le même sens pour faire une sorte de Scooby-Doo autour du stent et de le ramener jusqu'à la porteuse en gardant bien en tête qu'il faut essayer d'être le plus coaxial possible pour éviter la contrainte au moment de la rentrée dans la porteuse. Si on essaye de résumer tout ça sur la situation qui est la plus fréquente, c'est-à-dire stent desserti, guide en place, la première stratégie pourrait être donc d'essayer de déplacer le ballon, avec le ballon, le stent sur la zone cible. Si cela ne fonctionne pas, d'essayer de refranchir avec un ballon en distalité du stent et de le ramener dans la porteuse. Si cela ne fonctionne pas, d'essayer de le récupérer, soit avec un lasso lorsque le stent est à la partie proximale de l'artère, où on pourra utiliser un lasso à une boucle, soit lorsqu'il y a en localisation un peu plus moyenne ou distale avec la technique du multi-wire. Et si malheureusement avec toutes ces stratégies on n'y arrive pas, il faudra probablement alors discuter de crusher le stent. Et donc quelques trucs et astuces en guise de conclusion. Premier point et message important, la prévention avant tout, et donc de bien caractériser la lésion et de bien planifier la stratégie. Évidemment, de ne jamais retirer le guide une fois que le stent est perdu. Troisième point important, de sécuriser l'artère. On va avoir du mouvement dans l'artère, on risque de faire du thrombus, éventuellement des dissections, donc il ne faut pas oublier de protéger cette artère. Lorsque l'on va faire des mouvements de retrait, d'être le plus coaxial possible pour ne pas amener de contraintes sur la porteuse. Bien penser qu'une fois que le stent va être complètement déformé, il faut essayer d'augmenter le diamètre du porteur ou du désilé pour pouvoir le sortir. Et enfin, une fois qu'on a sorti ce stent, d'essayer d'en vérifier l'intégrité parce qu'il peut y avoir des morceaux qu'on a perdus ailleurs. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette belle présentation très, très didactique. Donc, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions. C'est Guillaume qui va les recevoir sur son iPad. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Les co-modérateurs. Moi, je suis très sceptique sur la technique du ballon, parce que malheureusement, je trouve que les ballons qu'on a actuellement, ils sont trop bons, et qu'un petit ballon gonflé en distalité du stent, il va repasser facilement à l'intérieur, et qu'on va se retrouver avec le guide qui a sauté, enfin, on est sans pantalon, sans bretelles, et que casser le shaft du ballon et amener un lasso de 4 mm, ça marche quand même très très bien et ça permet de reprendre la procédure assez rapidement là où on en était. Moi, j'ai vraiment une mauvaise expérience avec la technique de gonfler le ballon derrière le stent et la plupart, les quelques fois où j'ai essayé, le ballon il repasse sans récupérer le stent.
D'autant que les fois où on dessertit le stent, c'est souvent sur l'entrée, comme tu l'as dit, qu'on n'est pas coaxial et sur l'entrée du catéguide et que le ballon n'a pas du tout la puissance pour ramener ça à l'intérieur. Oui, c'est tout à fait juste après. Mathieu Godin. Oui, un autre problème, c'est de ressortir le stent aussi de temps en temps, parce que notamment dans nos voies radiales, c'est bien beau de le sortir de la coronaire, mais parfois on a du mal à le ressortir de la radiale. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de les laisser dans les radiales, de les implanter dans les radiales en disant que il vaut peut-être mieux le laisser là que de tout déchirer en voulant forcer sur la sortie du stent? Je ne sais pas si tu as déjà l'expérience. Moi, personnellement, non, mais j'ai effectivement vu pas mal de stratégies décrites. Et il y a d'ailleurs quelques séries de cas en fait, de gens qui décrivent de laisser les stents dans les radiales avec assez peu de problèmes finalement. Encore faut-il que le stent ne soit pas trop déformé lors du retrait. C'est surtout ça qui va amener, à mon avis, la discussion. C'est-à-dire que si on l'a énormément abîmé parce qu'on n'a pas réussi à le ressortir bien dans la porteuse, probablement qu'il faut essayer de le sortir complètement. S'il a encore une intégrité à peu près normale, effectivement, ça peut être une bonne stratégie, plutôt justement que de le déformer beaucoup au moment de la sortie. Juste un petit point technique pour aller dans le sens de ce que disait Thomas. Je pense que la meilleure technique, c'est effectivement le lasso, mais en insistant sur le fait qu'il faut vraiment l'attraper sur la partie la plus proximale et penser qu'à la coaxialité du cathéter guide pour arriver à le retirer. Et il faut prendre son temps, mais il faut trouver le bon axe pour que le stent entre à l'intérieur. Damien Brunet. Non. Moi, je voulais faire un commentaire sur les extensions de cathéter. Je voulais réagir à ce qu'a dit Mathieu Godin. Quand vous avez le stent que vous avez réussi à ramener dans la radiale au contact du défilé et que vous n'arrivez pas à le sortir, vous pouvez faire appel à un copain d'SOS Main. Les chirurgiens d'SOS Main connaissent très très bien. Ils vous font une toute petite incision, ils vous retirent le stent et puis ils vous font quelques points sur la radiale qui restent perméables. Si vous forcez, vous déchirez la radiale, là, vous la disséquez. Et laisser un stent dans la radiale, je ne trouve pas ça terrible. Je pense qu'à terme, ça se bouge. Un commentaire dans la prévention. Je trouve que quand il y a des artères tortueuses avec des stents à franchir, pour éviter de le dessertir, c'est aussi bien d'utiliser les extensions de cathéter en amont pour franchir la tortuosité et le stent et éviter justement parce que dans les risques, c'est les stents très implantés dans des tortuosités importantes et de franchir avec un stent assez long. Et c'est là où on a des frictions entre les mailles. Et là, le stent desserti, quand les mailles sont emmêlées, je trouve que c'est malheureusement souvent très difficile, voire impossible de l'enlever. Et je pense que dans la prévention, il y a aussi l'extension de cathéter à utiliser en amont. Ça, c'est vraiment important. Benoît, une petite remarque, donc Philippe Como, au sujet des multiguides et l'encorbellement du stent avec plusieurs guides vrillés. J'ai eu une expérience, pas en coronaire, mais en périphérique assez douloureuse, où en fait j'ai réussi à attraper le stent qui était donc largué dans une mauvaise artère. Et en fait, lorsque j'ai encorbellé et donc attaché et donc amarré le stent, plus rien ne venait. C'est-à-dire que quand je tirais le stent, c'était l'organe qui venait, c'était pas le stent. Et donc il a fallu que je coupe par un chirurgien les guides encorbellés donc au niveau de l'axillaire. Il a fallu donc laisser le patient avec ça. Et je pense qu'il faut quand même se méfier à l'encorbellement des guides qui peuvent donner un pataquès au niveau de l'artère. Alors, au niveau d'un tronc commun, ça doit être encore pire que ce que j'ai fait au niveau d'une mésentérique. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Après, vraiment, l'idée, c'est de dire que c'est une stratégie si on ne peut pas faire autrement et que vraiment le stent est loin dans oui, la mais tu peux plus, une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que c'est encorbellé, tu ne peux plus les encorbeller, tu ne peux plus les enlever. Hein. Tu ne peux plus revenir en arrière, là. Merci beaucoup, Benoît. On va passer à la présentation suivante. Et donc, c'est Damien Brunet qui va nous donner ses trucs et astuces pour la voie radiale dans le TAVI. Merci au comité d'organisation pour l'invitation. Un micro. Il faut... Ça serait bien que les orateurs soient équipés d'un micro. Alors, si je te donne le micro... On va donner un micro à chef. Je pense que ce sera la solution la plus simple. Ah, désolé, là, je suis venu un peu la fleur au fusil. Là. Alors, merci au comité d'organisation pour l'invitation. Merci aux participants de nous regarder derrière les écrans. C'est jamais facile. En tout cas, c'est un plaisir d'être là, un peu en présentiel, et de revoir les copains. Alors, moi, j'ai plein de clins d'œil à faire.
Premièrement, je ne peux pas passer sous silence mon mercato hivernal puisque je change de crèmerie, je change d'équipe, je reste en première division, mais je quitte avec beaucoup d'émotion mon équipe dijonnaise qui m'a accueilli pendant 10 ans, où j'étais titulaire à tous les matchs, pour aller rejoindre une équipe à Nice avec mon copain Laurent Drogoul qui a décroché son téléphone et qui me fait venir dans cette équipe dynamique, jeune et orientée vers l'avenir. Et méfiez-vous des gens à qui vous faites faire leur première choro par voie radiale, puisque c'est un sujet sur la radiale. Laurent, je lui ai fait faire sa première choro par voie radiale et donc du coup je me retrouve à Nice, ce qui n'est pas désagréable. Alors, deuxième clin d'œil, je ne suis pas le premier Dijonnais qui vient du département de la Côte d'Or à quitter la région pour aller sur la Côte d'Azur. Et c'est un Dijonnais, Stéphane Liégeard, qui a donné le nom de Côte d'Azur, qui est rentré dans le dictionnaire. Deuxième clin d'œil, ce sont ces pionniers de la voie radiale à gauche, ces deux pionniers, Lucien et Ferdinand. Alors certes, ils ont des prénoms un peu vintage, mais quand même, ils ont fait rentrer une façon de faire de la coronarographie qui est maintenant pérenne. Et il y a encore quelques années, il y avait des débats entre radialistes et fémoralistes. Ça n'existe plus. La majorité des gens font de la radiale. Donc merci Lucien et Ferdinand d'avoir introduit cette technique et de l'avoir développée. Alors Alain Cribier, lui, c'est un pionnier. C'est pour moi le Diego Maradona de notre spécialité, puisqu'il a vraiment créé quelque chose, inventé quelque chose. Par contre, Alain, c'était un pionnier dans ta vie, mais pas un pionnier dans la radiale. Et moi, j'ai cette photo-là, les gars, je suis obligé de la sortir parce que si tu veux, voilà. Hein. Et ça fait plaisir. Dès que je peux, je la sors. Et donc, en fait, Alain, il n'était pas à fond dans la radiale. Et moi, j'ai été un pionnier de la radiale au CHU d'Orange. J'espère qu'Hélène me contredira pas. Et j'ai eu quelques petits moments de solitude quand je commençais à dilater un tronc commun par voie radiale et que j'y arrivais plus et qu'Alain déboulait en disant mais tant il faut passer en fémoral. Donc voilà. Bon, on va quand même passer dans le vif du sujet. Alors, une voie accessoire, à quoi ça sert dans les vidéos ne passent pas là. Je ne sais pas si vous pouvez faire un clic ou quelque chose. Voilà. Alors, donc une voie accessoire dans ta vie, ça sert à quoi ? Ça sert à faire une aorto pré- et post-implantation et éventuellement une aorto iliaque. Encore que l'aorto iliaque et l'aorto post, on peut le faire éventuellement par échographie si jamais on a un patient d'insuffisance rénale. Donc, pourquoi faire de la voie radiale secondaire dans un TAVI ? Tout simplement pour diminuer les complications vasculaires périphériques et éviter ça. Vous voyez, là, c'est un patient qui avait une anatomie très tortueuse, un nonagénaire. On s'est bien concentré sur la bord principale. Et puis, j'ai foiré le fémocyle sur la bord secondaire. Et 2 heures après, l'interne m'envoie la photo qui est complètement à gauche en me disant « je l'ai passé au scanner, je crois qu'il y a un hématome », puisqu'ils n'ont plus l'habitude des hématomes, les internes. Et donc, ce patient a mis 2 litres de sang dans sa cuisse. Il a été opéré, transfusé. J'ai beaucoup appris sur la cicatrisation parce qu'il a fait 2 escarres avec méchage. Et finalement, il s'en est sorti parce que c'est un patient qui avait la niaque. Pour ceux qui sont amateurs de BD, je trouve qu'il ressemble un petit peu à Gargamel. Mais Gargamel était méchant parce qu'il voulait manger les schtroumpfs alors que lui, il était vraiment très sympa. Alors, les complications vasculaires sur l'abord secondaire, c'est une réalité et 1/4 des complications a lieu sur cet abord secondaire. Vous voyez, il y a 2 études, 2014 et puis l'étude Partner 3 où en fait, quand même sur 500 TAVI dans Partner 3, il y a eu 8 complications sur l'abord secondaire. Alors, c'est pas énorme, malgré tout, on peut, en passant par voie radiale, diminuer à 0. Alors, si on veut faire de la radiale dans le TAVI, pour moi, il faut faire connaissance avec sa radiale. Il y a des préliminaires. Il faut connaître son diamètre, connaître les tortuosités qu'il y a dans l'avant-bras, le bras, connaître les éventuelles boucles sous-clavières et savoir si c'est facile ou pas de passer de l'aorte ascendante à l'aorte descendante. Alors, vous voyez... Pardon. Alors... Voilà, donc vous voyez quand vous avez une patiente comme ça, une toute petite mamie qui fait 1m40, vous pouvez mettre un petit coup de sonde d'écho sur sa radiale. Elle a une radiale qui fait 1,5 mm. Elle, vous pourrez mettre éventuellement un 4 French, mais si jamais vous avez une complication vasculaire sur votre abord principal, vous ne pourrez jamais passer de matériel. Alors vous pouvez tenter de faire l'abord secondaire par la radiale, mais si jamais, si jamais vous avez besoin, vous ne pourrez pas passer par cette radiale. En revanche, si vous avez un grand costaud, ce patient-là, il a une radiale qui fait plus de 4 mm et donc aucun problème. Et d'ailleurs, chez ce patient, vous voyez, j'ai réussi à lui mettre un stent de périphérique par voie radiale dans une artère coronaire qui était ectasique.
Donc connaître le diamètre, vous voyez, donc si vous avez une radiale qui fait 2 mm, eh ben, vous pouvez mettre du 4 French, et à partir de 3 mm, c'est du 7 French. Donc c'est important, juste avec la sonde d'écho que vous utilisez pour piquer votre fémoral, eh ben, vous jetez un petit coup d'œil sur la radiale et vous voyez si elle est favorable ou pas. Avec toujours cette idée de garder un ratio désilet-artère qui est inférieur à 1. Ah là là, je clique trop vite. Ah, je dégaine trop vite. Donc, connaître la radiale, c'est quelques éléments géographiques. Alors, peut-être que c'est un peu too much, mais faire un petit jet de contraste dans l'avant-bras et dans le bras pour voir si vous n'avez pas des grosses tortuosités comme ça, lors du caté pré-tavis, à mon avis, ça a du sens. Et puis, regardez également si vous avez les fortes tortuosités sous clavière, notamment à droite. Voilà, et quand vous avez des tortuosités qui sont dites un peu, que j'appelle fixes, eh ben dans ces cas-là, si vous avez le looping ou si vous avez le sigle Volkswagen, c'est pas la peine de se dire qu'on arrivera à passer quoi que ce soit par cet abord radial. Idem, si vous avez un passage de l'aorte ascendante et descendante qui est très compliqué, vous voyez comme ici, si vous avez besoin de passer un ballon de périphérique ou un stent de périphérique pour gérer une complication vasculaire, ça sera très difficile. Donc c'est bien de le savoir avant, d'avoir sa feuille de route et de se dire, bon bah là, je peux tenter la voie radiale si les accès fémoraux sont favorables, mais en tout cas, je ne pourrai pas gérer une complication. Alors, dans l'ensemble, il faut préférer la voie radiale gauche parce qu'elle est moins tortueuse que la voie radiale droite. Hein, il y a un accès plus direct et ça fait gagner 10 cm. Et vous verrez que c'est utile pour le matériel. Alors, moi, je regarde la série des Mandalorians, c'est énorme, hein, ceux qui sont fans de Star Wars, je vous le conseille. Eux, ils sont passionnés par le matériel, les armes, et nous, on est passionnés par le matériel. Vous devez connaître le matériel. Si vous utilisez l'abord radial secondaire pour faire du TAVI, vous devez connaître bien le matériel de périphérique. Je remercie Philippe Como qui m'a donné le catalogue de ce qu'il utilisait puisqu'il fait beaucoup de périph' par voie radiale. Donc il y a des désilets longs de 90 cm, la marque Optimed, les désilets Epsilar qui sont très bien, et les désilets Destination que pas mal d'entre vous connaissent. Alors ça, si vous avez besoin de les mettre en 7 French, donc c'est 3,10 mm par voie radiale. Et ce qui est bien, c'est d'utiliser ces guides Slender, les désilets Slender Terumo, parce que ces désilets-là ont un faible profil et donc ne vont pas stretcher votre radial. Il faut avoir en magasin une sonde multipurpose longue de 150 cm. Il faut que vous ayez des guides longs, et vous voyez qu'il y a des guides qui existent en 4 mètres. Il faut avoir des ballons et des stents avec des shafts longs. Le mot-clé, c'est 180 cm. Et par contre, on est mal équipé en stent couvert parce que vous n'avez que des shafts de 135 cm. Les plus longs, c'est les Bentley, les Bigraft. Alors voilà un cas clinique numéro 1 que je remercie Christophe Cossin de m'avoir passé. Vous avez, voyez, un axe radial gauche, un contrôle qui est bien, par contre un saignement. Et vous voyez que le saignement après compression persiste et donc on a été obligé de mettre un stent couvert par voie radiale sans aucune difficulté. Deuxième cas, c'est la dissection occlusive. Alors c'est pas mal aussi d'utiliser le road mapping quand vous avez une complication vasculaire. Et dans ces cas-là, on a gonflé d'abord un ballon de coronaire, puis un plus gros ballon pour régler le problème. Et vous voyez que la dissection est recollée. Et comme la dissection dans le bon sens, ça pose pas de problème, on peut laisser un résultat comme cela. Donc tout ça par voie radiale. Il y a un papier qui est sorti cette année qui est très intéressant d'une équipe espagnole où en fait ils recommandent de laisser un guide 0,18 de 3 mètres dans l'abord principal et de gérer ensuite la complication. Et dans cette série-là, sur 40 patients, ils ont réussi à gérer la complication sans être obligés de ponctionner un abord fémoral contralatéral. Donc ça c'est intéressant. La dernière chose, c'est que l'abord radial peut servir aussi à protéger le cerveau. Nicolas Dumontagne nous en a parlé ce matin, avec ce système Sentinelle. Le problème, c'est que c'est pas LPPR et que ça coûte cher. C'est du 6F. Ça prend 4 minutes de poser ce système. Il y a les deux petits filtres, un dans le tronc artériel brachiocéphalique et l'autre dans la carotide gauche. Mais on peut mettre ce système dans 90% des anatomies. Donc la voie radiale peut aussi servir à ça dans le TAVI. Il faut connaître les cas où c'est impossible de mettre le système, donc il y a des anatomies qui ne sont pas favorables. Donc pour conclure, voilà ce que j'aurais fait moi si j'avais eu Mick Jagger à traiter. Je lui aurais mis un désilet Slender 6 dans 5 à droite pour lui mettre le système de protection cérébrale.
et j'aurais utilisé la voie radiale gauche 7 dans 6 avec une ponction un petit peu plus haute pour avoir la longueur de matériel suffisante pour mettre éventuellement un stent couvert si j'ai besoin. Et j'aurais mis un guide de 3 mètres en backup dans l'artère fémorale. Et voilà, si la radiale est trop hostile, vous voyez ce petit tatouage, hein, c'est un vrai patient, il a ce petit tatouage-là. Bah là, quand la radiale elle se présente comme ça, il y a des fois, il faut savoir renoncer et rester en fémoral. Je vous remercie. Merci beaucoup, Damien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur la voie radiale et le TAVI? Martine? Juste un petit commentaire, c'est-à-dire que c'est bien à condition, comme tu le disais, que le patient ne soit pas trop grand. C'est-à-dire qu'un patient au-delà d'1,70 m, les Bentley ne descendront pas sur l'abord. Donc c'est un vrai problème quand on n'est pas radial. Et donc il existe d'autres stents couverts plus gros, enfin plus longs, je veux dire, mais ils sont beaucoup plus gros, donc souvent c'est difficile. Et d'autre part, ça dépend aussi du diamètre de l'artère fémorale commune. Si tu as un trop gros diamètre, c'est pareil, les stents qu'on sera amené à utiliser sont de taille beaucoup trop importante, enfin, c'est des 8F, et en radial, ça commence à être quand même un peu compliqué. Oui, tout à fait. C'est vrai que la problématique, alors les ballons, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on est obligé de mettre un stent couvert, effectivement, on est obligé de... Si le malade est très grand, hein, pour accéder à la fémorale, c'est 1m30, entre 1m30 et 1m70. Si la patiente est petite, pas de problème. Si vous avez un patient qui fait 2 mètres, c'est pas la peine, on ne pourra pas gérer la complication. Alors après, la question, c'est est-ce que, moi, je me pose la question, est-ce qu'on peut se dire, bon, bah voilà, on prend l'abord radial, et puis... s'il y a une complication vasculaire, bah, on sait qu'on piquera la fémorale contralatérale, mais on part en se disant bah, j'évite une deuxième ponction fémorale. Voilà, moi c'est ce que j'avais tendance à faire. Après c'est vrai que des fois on se dit c'est quand même un peu dommage de ne pas anticiper, de voir si on peut gérer la complication vasculaire par la voie radiale. Donc moi je trouve que c'est bien quand même de se poser la question, de se dire bon bah ok, allez, là je mets mon abord radial secondaire, mais je sais que j'arriverai à traiter la complication vasculaire par cet abord-là. Un commentaire de Thomas. Et puis ensuite Thierry. Je n'arrive pas à toucher, pardon, excusez-moi. Damien, je suis désolé, je suis derrière la caméra, je suis là. Est-ce que tu es quand même d'accord, je suis convaincu de la voie radiale évidemment, mais qu'il y a quand même certains cas, par exemple les aortes en baïonnette, sur l'aorte descendante, je ne sais pas si tu étais là, un cas qu'on a montré tout à l'heure, où ça peut être intéressant justement d'être en bifémoral pour faire une espèce de body wire en mettant par exemple un Landerquist dans ton pictel contralatéral, ce qui peut aider à faire monter en fait ta valve sur justement des anatomies hyper compliquées, très tortueuses. Oui, bien sûr, ouais, ça peut être c'est une très bonne idée, ça, bien sûr. Thierry Lefebvre. Je vais venir, excusez-moi. Oui, en fait, il y a un bon moyen de savoir si on peut protéger la fémorale par la voie radiale, c'est lorsqu'on fait la coronarographie, de faire l'angiosélective dans les deux fémorales et on sait tout de suite si l'accès est difficile par la radiale droite. Dans ce cas-là, on va prendre la radiale gauche et on sait qu'en radiale gauche, on gagne entre 10 et 20 cm de longueur en passant à gauche, notamment chez les patients très âgés qui ont des grosses tortuosités sous-clavières. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre la gauche quand la droite n'est pas correcte. Que des radiales gauches. Donc 1,70 m, ça passe à chaque fois. Hein. Le shaft du Bentley fait 1,35 m, donc normalement il descend sur, aucun problème. Sur la fémorale. Nous, on fait tout en radial, hein, donc... Ouais, moi, je crois que c'est quand même pas mal de vérifier lors de la choro pré-TAVI. Et donc peut-être de faire les coros pré-TAVI par radial gauche en regardant justement avec cette sonde multipurpose si l'accès est facile. Et là, quand on fait le TAVI, si on décide de prendre l'abord secondaire radial, on sait qu'on arrivera au moins à gonfler un ballon pour faire l'hémostase, parce que vous pouvez aussi gonfler un ballon, que ça s'arrête de saigner sur l'abord principal, et dans ce cas-là, vous faites la ponction contralatérale. Si vous voyez que vous êtes trop court pour le stent couvert, vous l'amenez en fémoral, mais au moins vous stoppez le saignement avec le ballon. Donc moi, je vous recommanderais ça, et de faire la choro pré-TAVI par voie radiale gauche et de voir si l'accès est facile.
Moi, j'ai juste un petit commentaire. Je suis, comme toi, radialiste aussi, mais je trouve que je suis un peu revenu en arrière pour traiter les complications, parce que notamment par la radiale gauche, l'installation du patient, tu te retrouves à avoir les mains à la fois à la compression, à la fois à la scopie, avec le plan avec la gamelle du capteur plan qui est au-dessus et qui, du coup, rend difficile, franchement, parce que tu t'irradies beaucoup. Et en fait, je trouve que il suffit juste, comme tu dis, de mettre un ballon ou de mettre un désilet pour traiter l'hémorragie. Tu piques la contralatérale, tu mets un stent couvert, ça va arriver dans 1% des cas. Ça ne justifie pas, à mon sens, de piquer les fémorales de manière systématique. Nicolas, on enchaîne. Non, je suis assez d'accord avec toi. Oui. Après, la solution, si on est avant-gardiste, à mon avis, c'est de faire le TAVI par voie radiale. Merci. On va enchaîner parce que le temps passe. Merci beaucoup. Ça va être Fabio Rebicchini qui va nous parler de la protection coronaire par TAVI. A priori, c'est via Internet, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on est en ligne? Est-ce qu'on peut... Je vous entends bien. Bonjour. On vous entend. Bon, salut Bernard, salut Nicolas, Thomas, Guillaume. Bonjour à tous et à tous. Je viens de suivre la présentation, mais je ne vois pas les diapos. Je n'ai pas vu le diapo précédent, j'espère de voir le mien. On est là, tu peux y aller. Bon, et que dire, je suis honoré de participer à cette rencontre. Quoi qu'il soit de manière virtuelle, j'espère que bientôt nous pourrons être en personne, dans la belle Marseille ou à Paris, comme au bon vieux temps. La présentation que j'ai le plaisir de partager avec vous vise à une proposition de stratégie pour la protection des artères coronaires dans TAVI. Comme vous savez, l'occlusion coronaire est une des complications les plus redoutées et imprévisibles des procédures de TAVI. Et sa survenue est beaucoup plus fréquente dans les cas d'implantation sur le valve biologique défaillante, c'est-à-dire dans le TAVI valve-in-valve. La prochaine, s'il vous plaît. Et avec l'implémentation de mécanismes d'interprétation de l'occlusion coronaire après TAVI, les variables pré-procédurelles qui sont en corrélation avec les risques accrus de cette complication dangereuse sont été bien identifiées. Entre ces, je dirais, l'auteur coronaire inférieur à 10 mm, une largeur de sinus coronaire inférieure à 30 mm, des feuillettes prothésiques de valves redondants ou très longs, bien que ça soit généralement difficile à voir dans le CT, mais surtout dans les cas de valve-in-valve, les types de valves chirurgicales, en particulier les valves stentless et celles avec les feuillets montés à l'extérieur de la valve. Aussi, une distance virtuelle entre la prothèse transcathétaire et l'origine de l'artère coronaire, qu'on appelle le VTC, inférieure à 4 mm. Si tous ces facteurs sont des indicateurs de risque d'occlusion coronaire, ces dernières, le VTC, est le plus indicatif. Et évidemment, l'ajout de plusieurs variables chez un même patient augmente les risques concrets d'occlusion. La prochaine, s'il vous plaît. Et plusieurs stratégies ont été développées pour prévenir l'occlusion coronaire chez les patients subissant une TAVI. Premièrement, la protection avec guide intracoronarienne, éventuellement suivie d'implantation d'un stent en forme de chimney ou de snorkeling. Plus récemment, la technique Basilica, qui trouve quand même des indications et des limites assez étroites. Je dois dire qu'on l'a fait plusieurs fois et ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Et il y a aussi deux cas, cependant, l'ARTIM peut considérer la procédure comme à très haut risque et d'exclure la possibilité d'un traitement transcathétaire. La prochaine, s'il vous plaît. La protection coronaire avec guide et implantation éventuelle de ce stent après TAVI, aussi efficace soit-elle, peuvent quand même occasionner des scénarios différents. Le premier, celui d'une occlusion brutale, comme vous voyez en note à gauche, après le retrait du guide qui peut maintenir temporairement l'artère coronaire ouverte. Et le deuxième, c'est l'implantation préventive de stent, soi-disant inutile dans les cas où l'occlusion ne va pas arriver. Et une troisième stratégie, que cette alternative est celle que je vais vous montrer aujourd'hui, développée dans notre centre à Vérone, qui utilise la visualisation écho intravasculaire, l'IVUS, comme élément décisif du risque d'occlusion. Avant le retrait du guide, dans les cas sans risque d'occlusion, ou par contre,
une implantation ciblée d'un stent coronaire dans les cas considérés comme présentant un risque concret d'occlusion. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, voyons ensemble deux cas. Je veux commencer avec un cas d'échec. Dans ce premier cas, qui s'était fait avant le développement de notre stratégie guidée par IVUS, il est évident qu'il y a une condition de haut risque coronaire. Et vous voyez que c'est une femme avec une hauteur très basse de coronaire, une BTC très très petite, et c'est une valvule défaillante biologique Sonning-Free de 21, stentless. Donc la prochaine, c'est un cas, surtout, cliquez s'il vous plaît, c'est un cas à haut risque d'occlusion. La prochaine. Et donc, on a protégé les coronaires en plaçant un guide dans les coronaires gauche avec un stent prêt à être libéré en cas d'occlusion. La prochaine. Malgré les bons débits après la libération de la valve, probablement garantie par le guide toujours dans la tête coronaire, le vaso est occlus après le retrait du guide et du stent, avec une évolution très méchante, rapide en choc cardiogénique. Prochaine. Le patient a été assisté tout de suite avec ECMO, et alors que la coronaire gauche était recanalisée. Prochaine. Ensuite, avec la récupération rapide de la fonction cardiaque après le stenting de l'origine du coronaire gauche, vous voyez que la coronaire maintenant s'est ouverte. Et donc, sur la base de cette pénible expérience, pour nos cas successifs, une observation IVUS attentive a toujours été réalisée avant le retrait du guide de protection coronaire. Prochaine. Dans ce cas, l'IVUS final qu'on a fait après tout le problème nous montre qu'après la stabilisation clinique et démodynamique du malade, vous voyez que le stent a une déformation externe elliptique par compression externe de maille de la valve. Le stent fait saillir dans le sinus de Valsalva, mais c'est bien relâché dans le tronc gauche. La prochaine, s'il vous plaît. Dans l'exemple suivant, la patiente a toujours tous les facteurs de risque d'occlusion coronaire aiguë après TAVI. En effet, c'est une femme, c'est la même valve solo et stentless, très petit. Le VTC, c'est très court. L'origine des coronaires, c'est très faible. Et donc, cliquez. C'est une autre fois un cas à taux d'occlusion coronaire. La prochaine. Par conséquent, les deux coronaires sont protégés avec les positionnements de guide et de stent, un stand-by distal. Prochaine. Mais une fois la valve est relâchée, les coronaires sont perméables. Mais les guides et les stents sont toujours là, en place, et pourraient maintenir les coronaires ouverts avec un risque d'occlusion après les retraites. Cliquez, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, les coronaires sont ouverts, mais les stents sont toujours là. La prochaine. Suivre une analyse précise des images IVUS. Évidemment, après les retraits du stent, pour voir la coronaire droite, vous voyez l'IVUS qui exclut des images d'occlusion suspectées de l'ostium coronaire par l'interposition du tissu de fouillette valvulaire de la prothèse chirurgicale. Je ne sais pas si vous voyez l'IVUS à droite. Cliquez, s'il vous plaît. L'ostium coronaire, ça sautait à la gauche. Bon, quand même, la droite, c'était bien. Il n'y avait pas des images d'occlusion. Par contre, si vous voyez l'ostium de coronaire gauche, met en évidence une image clairement occlusive de l'origine de le tronc gauche. Et c'est une artère, comme vous pouvez voir, c'est malade. Dans les images fixes, vous voyez l'obstruction du tronc gauche qui va arriver. Faites attention aux images IVUS. Vous voyez que maintenant, le tronc gauche devient plus petit, elliptique. Et dans ces moments, vous voyez une image que j'aime bien appeler à bouche de poisson. Vous voyez que c'est ouvre et ferme avec systole et diastole. Et voyez le sinus de Valsalva. Cette image, c'est clair d'occlusion du tronc gauche. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, l'opérateur n'a aucun doute sur l'indication d'implanter un stent protecteur sur le tronc commun qui fait saillir dans le sinus de Valsalva pour assurer l'écoulement dans l'artère coronaire gauche. L'IVUS donc confirme la perméabilité du stent malgré la déformation elliptique aussi cette fois, vous voyez ici, en centre en bas.
par les mailles métalliques de la valve transcathéter. Vous voyez le résultat final avec un bon débit dans les coronaires. Cliquez, s'il vous plaît. Voilà. Merci. La prochaine. Donc, bien qu'il soit très important d'implanter un stent en cas de besoin, il serait également souhaitable de pouvoir l'éviter lorsqu'il est inutile. Et dans ce cas, les images AIVU peuvent aider à la décision de retirer les guides de protection en sécurité. La prochaine, s'il vous plaît, et on va voir ensemble ces derniers cas. Dans ce cas, le seul facteur de risque d'occlusion est la très faible origine de coronaire. Vous voyez que par contre, c'est une résine aortique assez grande. Cliquez, s'il vous plaît. C'est une valve Hancock, ce n'est pas un stentless. La prochaine. Et la seule image méchante, je dirais, c'est la hauteur de coronaire, que c'est en effet très bas. C'est une fuite valvulaire sévère, avec une origine très basse de coronaire, soit à la droite, soit à la gauche. Mais c'est une situation pas à haut risque d'occlusion. Prochain, s'il vous plaît. Quand même, fidèle à notre idée et suivant une méthode d'observation consécutive, les deux coronaires sont protégés par des guides et des stents en stand-by dans la distalité du vaisseau lors du positionnement de valve. La prochaine. Malgré les bons débits observés sur les deux coronaires, après TAVI, les hosties coronaires sont analysées par AIVUS avant le retrait du guide. Vous voyez ici la coronaire droite en premier. Il n'y a rien. Vous voyez l'aorte, l'origine dans le sinus de Valsalva et l'ostium de la coronaire droite. La prochaine. Ici, vous voyez la coronaire gauche avec une démonstration nette dans les deux cas de la bonne perméabilité de l'origine des deux coronaires. Ça, c'est le tronc gauche. Et en sortant du tronc gauche avec le cathéter AIVUS, on est dans le sinus de Valsalva, c'est libre. Avec un bon écoulement dans les artères coronaires au fin de procédure. La prochaine, donc on va quitter le cathéter guide, le cathéter AIVUS, le guide gauche et le guide droite, sans problème. Donc, on arrive à la conclusion. La prochaine, s'il vous plaît. Une observation précise par AIVUS de l'origine des artères coronaires après implantation valvulaire transcathéter pourrait s'avérer utile pour éviter l'implantation des stents inutiles, dans certains cas, ou pour indiquer leur implantation, je dirais, ciblée dans les cas à risque concret d'occlusion coronaire. Cette stratégie a été récemment proposée par notre groupe dans un article publié sur Eurointervention, où vous pouvez avoir plus de détails, et il y a aussi des films, des images, de plusieurs de cas qu'on a fait à Aveyron pendant 2-3 ans qu'on fait cette technique. C'est tout. J'espère que c'était intéressant et utile. Évidemment, notre proposition est limitée, c'est monocentrique et nécessite une comparaison avec des autres expériences qu'il serait bien de partager lorsque nous pourrions nous voir personnellement dans un proche avenir. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Flavio pour cette très belle présentation qui a certainement conquis nombre d'entre nous sur cette stratégie de protection et de surveillance. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Est-ce que vous avez pensé à évaluer par FFR plutôt que par AIVUS le retentissement de ce qui se passait? Merci pour la question. Non, je pense que le type d'occlusion, c'est pas assez important pour avoir une réduction du flux de pression intracoronaire. Vous savez que c'est on-off, hein, vous récupérez le guide et ça se bouge, et donc on a un problème. Donc l'image, c'est clair. Bonjour Flavio. Je voulais vous demander aussi, est-ce que vous pensez que chez ces patients qui ont des risques élevés d'occlusion coronaire, l'alignement commissural dont on parle maintenant depuis quelques mois devient encore plus important
lors de la mise en place des valves, ou ça ne va pas changer le fait d'occlure ou pas? Bon, je ne pense pas, parce que l'occlusion, ça vient pour le mouvement de fouillette de la valve chirurgicale. Ce n'est pas le valve transcathéter qui va faire l'occlusion. C'est le valve qui est déjà implanté. C'est la valve chirurgicale. Patrick Allman. Merci pour cette très belle présentation. Les exemples que vous avez montrés étaient faits avec des valves Edwards. Qu'en est-il de l'utilisation des valves auto-expandables dans les valves in-valve? Est-ce qu'on peut repasser la sonde d'IVUS? Est-ce que ça présente des difficultés? Oui, c'est une bonne question. Et on a fait aussi des cas avec de port valve. La différence est que vous savez que quand on fait la protection, le cathéter guide va être entre la paroi aortique et le valve. Mais quand même, si vous laissez le guiding tout près de l'ostium coronaire, vous n'aurez pas de difficulté pour entrer et sortir avec le cathéter IVUS. Merci beaucoup. Encore merci Flavio pour cette présentation. Merci pour le français. Merci pour vous et merci beaucoup. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Monségu pour le dernier topo sur les fraises de rotablateur bloqué, trucs et astuces pour sortir de cette complication. Merci au comité d'organisation. Une fraise de rota bloquée, c'est assez rare. Il faut savoir la prévenir et aussi la guérir. Alors, je vais vous montrer un dossier. Pardon. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. C'est un homme de 82 ans qui est diabétique, qui se présente pour une non-stémie avec une élévation d'atroponies, une clérance de la créate un petit peu altérée, une hypokinésie latérale. La choro est faite par voie radiale droite, avec une radiale qui était très tortueuse, et vous verrez que ça a quand même de l'importance. Donc à la prise en charge, il y a cette lésion subocclusive de la circonflexe proximale, une IVA qui est globalement très infiltrée, et puis cette lésion de la coronaire droite, longue, calcifiée, avec une lésion à la fin du segment 1 et puis au génu inférieur, avec un bolide aval. Donc ad hoc, on réalise la revascularisation de la circonflexe, rien de particulier. Et puis notre stratégie, c'est de faire un complément de revascularisation à J15 compte tenu de l'insuffisance rénale. On reprend la même voie radiale. On se dit qu'on va certainement avoir besoin d'un bon support passif, donc on prend une AL1 en 6 French et on part sur l'idée de faire une atérectomie avec une fraise de 1.5. Le passage du guide est pas aisé, et puis dès l'instant qu'on active le moteur, la fraise jump dans la lésion, dans la première lésion, et se bloque avec un moteur qui cale. Bien entendu, vous pouvez imaginer, avec un sus-décalage du segment ST, un patient qui devient un petit peu instable. Et dans un premier temps, là je vais vous faire le film un petit peu à l'envers, mais pourquoi la fraise se bloque? La fraise, elle se bloque parce que dans un premier temps, elle ne débulque que dans un sens. Ce qu'il faut savoir, que le shaft est très élastique, tant à l'étirement qu'à la compression, et le fait d'avoir une radiale tortueuse va être certainement un des éléments qui expliquera pourquoi cette fraise a jumpé et s'est plantée dans la première lésion. La fraise est cale si on l'empêche de tourner. Il faut savoir qu'une réduction de 15 000 tours en une demi-seconde bloque la fraise, et la fraise, une fois qu'elle est bloquée, elle est bloquée. Elle ne peut pas redémarrer. Et que, bien entendu, la rotation, on le sait, réduit les forces de frottement. Ça va avec l'item précédent. Alors, pour revenir à notre cas, la fraise est bloquée. Que faire? La première chose, c'est de se dire on va juste tirer sur la fraise de rota, sur le shaft, en s'aidant éventuellement d'une intubation profonde, en mettant le cathéter guide au contact de la fraise pour augmenter la puissance. Sauf que lorsqu'on fait cette manœuvre et qu'on essaie de tirer, on a un allongement, ni plus ni moins, de la fraise qui s'allonge. Et à un moment donné, on se dit que tout va se rompre. Et l'autre risque, c'est que plus on tire, et après, c'est le cœur qui vient avec. Et je peux vous dire que c'est une sensation qui est excessivement désagréable. Alors, on peut utiliser le RotaWire comme une encre, mais ça ne marche pas. Alors, la première solution bis, c'est de se dire, je coupe ma fraise et je vais mettre une extension de cathéter guide
qui va me permettre effectivement d'augmenter la puissance de traction et je vais réussir à ressortir tout l'ensemble. Ce n'est pas le choix qu'on a fait parce qu'il faut couper la fraise, ce n'est pas toujours simple. Et on est après sur un point un petit peu de non-retour et ça prend un petit peu de temps quand même. Alors la deuxième solution, qui est un peu plus élégante, c'est de se dire qu'on va passer un guide en parallèle, dans un premier temps, en essayant d'être juste dans la lumière. Donc on va se canuler en prenant un deuxième abord vasculaire avec un deuxième cathé en faisant la technique du ping-pong. Hein, voilà. Et puis on va essayer de passer un guide juste à côté. Et puis de gonfler un petit ballon, voire un ballon un petit peu plus gros pour dégager la fraise et pour pouvoir ensuite la retirer. Dans notre situation, on a essayé de passer le guide, on n'y arrivait pas. On comprend un petit peu pourquoi, parce que la fraise était tellement bloquée dans le massif calcaire qu'il était impossible de passer quoi que ce soit. Mais c'est quand même une technique qu'il faut connaître. Lorsque la fraise se bloque sur une lésion non significative avec un bloc calcaire à clapper, moi, ça m'est arrivé une fois de fraiser une coronaire droite distale et au segment 2 d'avoir effectivement une sténose à clapper qui n'était pas très très serrée, mais qui s'est retournée au moment où j'ai retiré la fraise. Et comme la fraise, effectivement, ne débulque pas en retour, et bien la fraise était bloquée. Et là, effectivement, ce système, cette technique marche plutôt bien. Et puis, l'autre solution, c'est de créer une dissection en regard de la fraise d'atérectomie, en créant un espace sous-intimal en regard de la fraise. C'est Benjamin qui avait eu cette idée sur ce cas. Et effectivement, ça peut être une simple dissection qui va permettre après d'amener un petit ballon et de dilater. Ça peut être une réentrée éventuellement, mais en principe, la dissection seule suffit. Bon, il faut savoir que c'est une technique un peu plus complexe. C'est le gros avantage d'avoir un CTO-man dans son équipe qui a un petit peu l'habitude de gérer cela. Comment on l'a fait? Avec un guide Fielder ISTEA, voilà, qu'on met en knuckle et que l'on pousse. Et on voit bien sur l'image de droite qu'on est vraiment en sous-intimal. C'est facile puisque là, il y a toutes les calcifications et la fraise qui occupe l'endoluminal de la coronaire. On a mis un petit ballon, puis un plus gros ballon tout proximal, et puis on s'est dit qu'on allait tirer sur la fraise. Ça dure 30 secondes. C'est long, 30 secondes. Hein. 30 secondes de plaisir, c'est long. Mais c'est court, pardon, mais 30 secondes de dur labeur comme ça, c'est très très long parce qu'on ne sait pas vraiment si on va y arriver. Et après, l'autre option quand même, c'est la chirurgie. Si la fraise, on n'arrive pas à la débloquer. Et là, enfin, à un moment donné, à force de tirer, vous voyez le cathéter qui est vraiment au contact de la fraise d'atérectomie, hop, ça y est. Et là, il y a un grand soulagement. Et puis après, on va réinjecter. On s'attend à une catastrophe, et ce n'est pas si catastrophique que ça. Donc je vous passe la suite de la procédure. On a repris une fraise d'atérectomie, cette fois-ci d'1,25. On a été beaucoup plus prudent parce qu'effectivement, on s'est aperçu que la radiale tortueuse probablement avait amené la sonde à jumper directement. Et puis on part avec quelques endoprothèses avec un résultat qui est, on va dire, fort acceptable. Alors comment éviter le blocage d'une fraise ? Si on reprend les différents items, le shaft est élastique et la rotation réduit les forces de frottement. Il faut surtout relâcher la tension élastique du shaft. Donc, surtout si vous avez un abord qui est tortueux, donc vous retirez votre moteur et vous allez bien relâcher le bouton d'activation pour vraiment qu'il n'y ait plus de tension. C'est vraiment important parce que si vous avez de la tension, lorsque vous allez mettre en route votre moteur, obligatoirement, ça va jumper et ça va atterrir sur la première lésion. L'une des solutions aussi, c'est de partir en Dynaglide pour rentrer tranquillement dans la coronaire pour se mettre dans une position suffisamment en amont de la lésion calcifiée et pour après pouvoir effectivement la fraiser. Faire attention aux décélérations. Alors c'est vrai que maintenant, avec la version moderne, ça permet effectivement d'avoir des warnings qui sont un peu plus importants. Le picking motion, une vitesse de fraisage certainement un petit peu plus lente que ce qu'on avait l'habitude de faire à une certaine époque. Reculer s'il y a une décélération de plus de 5000 tours minute. Et puis, il faut appliquer une force modérée
pour ne pas être trop brutal et ne pas chercher à franchir la lésion, mais grignoter cette lésion. Enfin, le franchissement, effectivement, doit être fait progressivement avec une ablation complète de la plaque et ne pas partir avec une fraise de trop grosse taille ou aussi de trop petite taille qui va passer facilement et qui peut se bloquer au retour. Cet algorithme qui avait été proposé dans EuroIntervention et sur lequel on a juste rajouté une option nouvelle, à savoir la technique de la CTO pour faire un knuckle et passer en sous-intimal. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, avec des idées, des trucs et astuces. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Alors moi j'ai une question, Jacques. Le floppy du guide de rota, il est plus gros que le guide. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais fraiser dessus parce que sinon on va le casser. Absolument. Et est-ce que c'est quelque chose qui est utilisable en tirant sur le guide pour ramener une fraise ou alors on risque de le casser Voilà. Alors tu peux essayer, mais tu risques vraiment de le casser. Et le problème, c'est qu'une fois que tu l'as retiré un petit peu, pour le repousser, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, mais effectivement, le diamètre est un peu supérieur, donc tu peux t'ancrer un petit peu, mais je ne garantis pas, parce que quand la fraise a vraiment calé et qu'elle est vraiment plantée dans le massif calcaire, il y a énormément de tension et c'est quasi impossible. Combien de fois tu as eu ce cas de fraise bloquée là ? Alors ce cas-là, c'est Benjamin et Mohamed. Ouais. Moi, je suis juste le rapporteur. Et moi, j'ai eu une fraise bloquée, effectivement, comme je disais tout à l'heure, sur le segment 2 d'une coronaire droite, mais qui n'était pas serrée, seulement juste avec une lésion excentrée qui a basculé. Et au retour, quand j'ai voulu tout ramener, ça ne revenait pas. Et donc là, quand je tirais, le cœur venait avec. Donc il faut pousser la fraise, prendre un deuxième abord, tranquillement, parce que ça c'est facile à lever. On passe un guide à côté, puisque là, il n'y a pas la fraise, donc ça passe très facilement. Vous mettez un gros ballon pour prédilater et après, vous retirez votre fraise. Il ne faut surtout pas paniquer. Nico ? Un des mécanismes, c'est que l'artère est calcifiée et tortueuse et que le shaft et la fraise redressent l'artère et accentuent les frictions. Et moi, je préfère, en général, quand il y a des abords radiales ou des tortuosités fémorales, tester la fraise dans le guiding ou juste avant, mais pas la tester avant de rentrer le matériel dans le guiding, parce que finalement, on libère des tensions et des fois, elle a tendance à plonger un peu vite et à aller sans castrer, on va dire, dans des lésions très proximales. Et ça fait partie des mécanismes où on peut avoir d'emblée une fraise bloquée dans les lésions osseales. Et après, quand c'est très tortueux, je trouve que couper la gaine et utiliser une extension de cathéter, c'est quand même assez pratique. Et de tirer sur le guide, même si effectivement il revient en proximalité, dans la mesure où la fraise est bloquée dans une zone fibreuse et assez circulaire, il y a peu de risque d'extension d'une dissection. Et je ne vois pas en quoi ça serait plus à risque d'avoir ça que de faire une dissection en ball-out dans l'espace sous-intimal avec un guide et aussi des fois avec un ballon. Ce qui peut aussi être fait, parce que ça peut être, c'est aussi décrit, mais c'est vrai que c'est des situations où de toute façon, à part transpirer et faire de son mieux, il n'y a pas beaucoup de solutions, quoi. C'est vrai. Question ? Bien, merci Jacques pour cette présentation. On termine donc cette section trucs et astuces. Je remercie les orateurs et les panélistes. On se donne rendez-vous dans 10 minutes pour la dernière et pas la moindre session, 6 minutes pour convaincre. À 17h40. C'était cool. À tout de suite.